Intitulé « S'aventurer hors de la vallée de la stabilité ». Mesdames et messieurs, Antoine Lemasson. Bonjour Antoine Lemasson. Bonjour. Vous êtes chercheur en physique nucléaire, spécialiste de l'étude des noyaux atomiques. Vous êtes médaille de bronze du CNRS et vous conduisez vos recherches au GANI, le grand accélérateur national d'ions lourds à Caen. Vous êtes également le coordinateur scientifique du spectromètre VAMOS. Auprès de ces installations, vous étudiez les collisions entre des noyaux atomiques, et ce, au moins dans deux buts, avec deux objectifs. D'une part, sonder la dynamique complexe de ces objets quantiques, et d'autre part, pour explorer la structure de la matière à cette échelle, c'est-à-dire à l'échelle de ses constituants élémentaires. Alors pourquoi les noyaux d'atomes sont-ils stables? Pourquoi sont-ils à l'inverse parfois instables? Quelles forces les font tenir ou les fragmentent? D'un mot, à quoi ressemble l'univers microscopique? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec vous. Je précise que, comme vous l'avez remarqué, nous sommes très peu nombreux dans une ambiance presque intimiste. Et donc, je vous invite à poser vos questions, à interrompre Antoine Lemasson si nécessaire pour une remarque, une question. Des micros sont prévus à cet effet. Ainsi, votre intervention, Antoine Lemasson, sera la plus interactive et conviviale possible. Antoine Lemasson, c'est à vous. Merci, bonjour. Merci de votre présence, avec la concurrence d'Étienne Klein. Disons que l'audience est difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, je voudrais, vous accompagner dans une escapade dans le monde subatomique. Et la star du jour, c'est la carte des noyaux, c'est-à-dire notre manière de parcourir le monde subatomique et d'essayer de le comprendre. Donc le monde subatomique est composé des noyaux. Ces noyaux sont composés principalement de protons et de neutrons. Donc il faut vraiment comprendre qu'on construit l'intégralité de cette carte en fonction de la composition des neutrons en neutrons et en protons, mais il ne faut pas résumer le noyau à la simple addition de briques de Lego, un peu comme ici, là, où on mettrait des protons et neutrons à l'infini, et peu importe la composition, la propriété du noyau serait juste la somme du petit volume de chacune de ces briques. Et je pense que c'est ça le message le plus important, c'est que le noyau est très complexe, et je vais essayer de partager avec vous certaines des étonnements ou des bizarreries, mais sans jamais être irrationnel, et en essayant de vous montrer qu'est-ce qu'on a compris depuis peut-être un siècle d'études du noyau. Donc le noyau est au cœur de la matière. La matière qui nous entoure est faite bien sûr d'atomes, mais au cœur de l'atome se trouve le noyau. Et on est vraiment sur des échelles qui sont vraiment très différentes. La matière qu'on peut sonder avec ses mains, à l'échelle du centimètre. Si maintenant on commence à rentrer profondément dans la matière, on va avoir tout ce qui est molécules à l'échelle du nanomètre. Après on descend, les molécules sont constituées elles-mêmes d'atomes. Ces atomes, pendant très longtemps, on les a considérés comme étant les particules élémentaires, l'infiniment petits, mais le 19e et le 20e siècle nous ont appris qu'il fallait regarder beaucoup plus profondément. Et aujourd'hui, c'est ici qu'on se trouve, au cœur de l'atome, dans le noyau atomique, qui est lui-même constitué de protons et neutrons. Ce ne sont pas des particules élémentaires. On a découvert dans les 50 dernières années qu'elles étaient constituées de quarks, les vraies particules élémentaires, en tout cas à ce jour. Néanmoins, l'échelle du noyau est la première échelle où on construit la complexité de la matière. À plus basse échelle, on est sur les particules élémentaires. Là, on va commencer à construire des édifices, l'édifice nucléaire. Et ça donne lieu à une organisation qui est finalement assez étonnante, en tout cas beaucoup moins simple que l'image initiale du noyau comme étant une espèce de goutte de matière. Et je vais essayer de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc je reviens quand même un tout petit peu au début sur qu'est-ce qu'un noyau. Un noyau, c'est le cœur de l'atome. L'atome est globalement neutre, constitué d'électrons, un cortège d'électrons qui entoure cette charge positive, qui est constitué d'un nombre de protons chargés positivement et d'un nombre de neutrons. Le tout constituant les nucléons, donc on ira A, c'est la masse totale. Bien sûr, la matière nous autorise à faire la physique ou la nature nous autorise à faire un certain nombre de modifications, et naturellement,
on voit qu'il est possible, pour un même nombre de protons, d'associer un différent nombre de neutrons. C'est ce qu'on appelle les isotopes. J'ai pris ici le cas du carbone. Le carbone, c'est quelque chose qui est fondamental pour la vie, pour l'intégralité, pour l'univers. Et on voit ici différentes possibilités d'agencement. Donc déjà, on a déjà des possibilités déjà assez variées. Ce qui est particulièrement important dans le noyau, c'est qu'il concentre 99,97% de la masse de l'atome. Et tout ça dans 1/10 du volume de l'atome. Ce qui en fait un objet extrêmement dense, dans lequel les protons et les neutrons, les nucléons entre eux, vont interagir très fortement. Et c'est vraiment cette force forte, qui régit l'organisation de la matière, qui nous intéresse, et aussi sa compétition avec la force électromagnétique qui fait que les différents protons dans le noyau vont avoir tendance à vouloir se débarrasser les uns des autres. Sans force forte, pas de matière. C'est vraiment la cohésion de la matière qui est en jeu. Donc vraiment, dans le noyau, on a des protons, des neutrons qui coexistent dans un tout petit volume. Et on va avoir une compétition très forte entre l'attraction, qui est vraiment la force forte, entre les protons entre eux, les protons entre eux. C'est vraiment la force forte. Et la force électrostatique qui a tendance à faire casser le noyau. En plus, il ne faut pas oublier, le noyau concentre en son sein 3 des 4 forces de la nature. La force forte, la force électrostatique et électromagnétique, la force faible qui fait transformer des protons et des neutrons et vice-versa. La seule force qui n'est pas à l'œuvre au sein du noyau, c'est la gravitation, mais elle est à l'œuvre dans l'intégralité de l'univers et elle a un rôle aussi quand on parlera du noyau aux grandes échelles, dans l'infiniment grand. Je me permets peut-être une question. Oui. En fait, je reviens sur l'échelle des échelles que vous avez montrées tout à l'heure. Ça évoquait dans mon esprit la conférence de ce matin de Jean-Pierre Sauvage. On était à l'échelle de la chimie, donc les électrons, et ça déterminait tout ou partie de ce qu'on observe à l'échelle macroscopique. Tout ce qu'on va voir maintenant, est-ce que ça détermine aussi pour une part ce qu'on voit à l'échelle macroscopique de la matière, ou est-ce que vraiment tout ça a à voir avec ce qui se passe uniquement dans le confin des noyaux, quoi? Alors, oui et non. Donc, je peux m'appuyer peut-être, parce que finalement je revenais à la chimie avec le tableau de Mendeleïev, qui est finalement les propriétés atomiques des éléments qui sont associés au nombre de protons. Elles donnent les propriétés chimiques des éléments. Excusez-moi. Néanmoins, les propriétés nucléaires vont nous donner une information et sont à l'origine de l'abondance des éléments. Par exemple, pourquoi on a telle proportion d'hélium, pourquoi on a synthétisé justement, j'y viens maintenant, je peux utiliser ce transparent comme support, mais ici, j'ai représenté ici sur cette carte des noyaux tous les éléments qui existent de façon naturelle sur Terre, c'est-à-dire qui ont une durée qui ne se modifie pas. Et donc on voit ici qu'il n'y a peut-être que 94 éléments. Mais pourquoi 94? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 10? Et de la même manière, parmi ces éléments, on a un certain nombre d'isotopes, à peu près 300 noyaux qui existent. Ce sont les propriétés de la force nucléaire qui expliquent pourquoi on a cette répartition-là, et pas du tout les propriétés atomiques. Et justement, c'est une des questions, c'est est-ce qu'on comprend comment on en est arrivé là? Parce que finalement, ça c'est l'image d'aujourd'hui, mais comment on est arrivé à la synthèse de ces éléments, comment les réactions qui ont lieu, les réactions nucléaires qui ont lieu finalement dans l'infiniment grand dans les étoiles nous permettent de créer ces noyaux-là, peut-être pas eux directement, peut-être d'autres. Je pense que c'est une des choses sur lesquelles je vais essayer d'apporter quelques réponses. Donc, sur Terre, la matière qui nous entoure est composée d'un certain nombre d'éléments qui vont globalement de l'hydrogène jusqu'à... On peut discuter si l'uranium est un élément stable. On va dire que moi j'ai dit oui, mais c'est un élément avec une durée de vie extrêmement longue. Ces éléments sont définis par leur nombre de protons, leur nombre de neutrons. On voit que certains ont quelques isotopes, c'est-à-dire quelques combinaisons possibles de protons et de neutrons. Certains n'ont qu'un seul isotope stable. Donc toutes ces propriétés-là sont vraiment issues de la force nucléaire et la compétition avec la force électrostatique. La première preuve est celle-ci, c'est que la forme ici de cette courbe de stabilité
et pas du tout ne suit pas le fait qu'on ait autant de protons et de neutrons dans un noyau. Et ça vient vraiment de l'influence de la force de répulsion. Donc on voit qu'on est à un endroit où ces forces se compensent jusqu'à peut-être, à un moment donné, ne plus être capable de tenir. Et donc c'est aussi un des points, jusqu'où tiennent les noyaux, combien on peut mettre de nucléons entre eux. Ce sont les questions auxquelles on essaye d'apporter des réponses et on essaye de modéliser. Donc si on regarde un peu plus loin maintenant, effectivement, je vous ai montré les noyaux qui existent sur Terre. En fait, il y en a bien plus que ça. Aujourd'hui, on a réussi à synthétiser à peu près 3000 noyaux en laboratoire. J'ai mis dans les étoiles aussi, parce que en fait, bien avant nous, l'univers a fait des réactions nucléaires et a synthétisé certains de ces noyaux. Peut-être pas tous. On passe en souterrain par certains endroits. Ces noyaux sont instables. Ça veut dire que d'un point de vue de leur niveau d'énergie, ils vont avoir tendance à vouloir se modifier ou émettre des particules pour relâcher leur énergie. Et donc, c'est le principe de la radioactivité. On a plusieurs radioactivités qui existent. Les radioactivités bêta, plus et moins, qui vont avoir tendance à transformer les protons et les neutrons, quand c'est favorable énergétiquement, pour pouvoir retourner vers ces noyaux stables. Quand on devient beaucoup plus lourd, on va avoir tendance à vouloir se débarrasser des protons, parce qu'en fait, on ne peut pas faire de matière que constituée de protons. Et ça, c'est la radioactivité alpha. On va émettre un alpha, c'est un hélium, c'est 2 protons et 2 neutrons d'un coup, et assez efficacement, on va rééquilibrer le système. Finalement, quand vraiment on va vraiment trop loin, le système ne supporte plus, et les protons ont tendance à déformer la matière, jusqu'à une situation extrême, où d'un noyau, on va créer 2 noyaux. Ça, c'est la fission. Donc la fission, je pense que vous savez tous ce qu'est la fission, et notamment une de ses applications, l'application énergétique. Il faut quand même voir que ici, les énergies qui sont en jeu, qui tiennent de la nature de la force nucléaire, est extrêmement importante. Donc là, peu importe l'unité, si c'est des méga-électronvolts, excusez-moi, des méga-électronvolts, mais si je reviens en watts, si on prend maintenant un réacteur nucléaire dans lequel on a 10 puissance 20 fissions par seconde, c'est énorme. À la fin, finalement, ça veut dire que si je convertis ça en charge de smartphone, quelque chose comme 6 watts, par seconde dans un réacteur, on charge 150 000 smartphones. Et ça, c'est juste grâce à l'énergie qui est relâchée quand un noyau se casse. Et ça vient de la forme de cette carte. Ça veut dire que ici, quand je casse ici, je relâche de l'énergie qu'il me faut pour lier la matière à ce niveau-là, est moins importante qu'ici. Et donc l'énergie, quand je casse en deux, c'est favorable, je vais relâcher de l'énergie qu'après je vais pouvoir convertir pour pouvoir créer de l'électricité. Et cette énergie, elle se manifeste sous quelle forme au moment de la fission? Alors elle va se manifester sous la forme d'énergie cinétique. Ça veut dire globalement, les noyaux vont se casser, ils vont avoir tendance à être repoussés les uns les autres, et les noyaux vont se déplacer. Et donc tout le travail finalement pour récupérer cette énergie, c'est de récupérer l'énergie déposée par ces noyaux qui ralentissent finalement dans la matière. Et on la transforme sous la forme d'une thermique finalement dans les centrales. Est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'une partie de cette énergie cinétique vient de la masse du noyau de départ, qui est pour partie donc convertie en énergie cinétique? Alors d'une certaine manière, l'énergie libérée permet de l'énergie cinétique finalement. Donc c'est vraiment la différence d'énergie de liaison entre ces deux systèmes fait qu'on peut libérer de l'énergie et de l'énergie disponible pour pouvoir la donner en énergie cinétique. Oui? Je vous donne le micro. Est-ce que comme pour les trous noirs, en fait, on se retrouve avec deux... Enfin, à l'inverse des trous noirs d'ailleurs, quand ils se réunissent, ils perdent une partie de leur énergie et donc le total est moins important que les deux réunis. Est-ce que là, à l'inverse, quand ils se séparent, il y a aussi une partie qui est partie et les deux sont plus faibles que le départ? C'est exactement ça. C'est que l'énergie nécessaire pour lier chacun des... Par exemple, ici, le cas, disons, majoritaire, quand on casse un noyau d'uranium dans une centrale nucléaire, c'est de créer du barium et son partenaire, un zirconium ou quelque chose comme ça. Et on va relâcher finalement l'énergie qui est nécessaire pour lier ces deux noyaux, enfin ces deux quantités de nucléons quand ils sont dans des objets indépendants, est moins importante. Et donc la balance énergétique, parce qu'on conserve l'énergie, c'est quand même un principe fondamental, nous permet de relâcher cette énergie et de la récupérer. Mais de la même manière, si je peux me permettre, dans le bas de la carte des noyaux, on voit, c'est le principe de la fusion, c'est-à-dire que si on va faire fusionner deux noyaux entre eux, finalement l'énergie
qui est relâchée, l'énergie de liaison dans chacune des deux particules est plus élevée que dans le système qu'on a fait fusionner. Et ça, c'est d'une certaine manière l'inverse, et peut-être le futur de l'énergie. Et ça, c'est vraiment les projets ITER qui permettent de se dire on va aller chercher l'énergie de liaison dans les noyaux pour pouvoir récupérer cette énergie et puis la transformer après dans quelque chose d'utilisable en dehors du noyau. C'est-à-dire on va vraiment pomper l'énergie qui est stockée dans l'énergie de liaison de la matière. Alors, finalement, je parle d'énergie, donc ça tombe bien. Donc, l'énergie, c'est la balance énergétique. Ça veut dire que si maintenant on trace, on regarde, qui est à peu près la même image que ça, la seule différence, c'est qu'ici, on a renormalisé un noyau arbitraire. On voit bien qu'on va avoir une tendance à revenir soit vers des noyaux plus légers, ou sur les côtés à redescendre vers la vallée de stabilité. Et donc j'en reviens au concept de vallée de stabilité nucléaire. Ça veut dire que c'est l'endroit où la matière est la plus stable. L'idée de cette présentation est de vous expliquer pourquoi maintenant, avec toute cette énergie qu'on met pour redescendre, ou qu'on relâche pour redescendre, pourquoi nous on veut aller dans l'autre sens. Pourquoi on veut aller explorer en dehors de la vallée de stabilité. Donc c'est vraiment un effort à faire, hein. Et plus on va loin, plus c'est difficile. Et plus rapidement les noyaux vont essayer de revenir vers la vallée de stabilité, voire à un moment donné vont même dire non, je ne peux même plus être lié. Donc c'est vraiment aujourd'hui une des questions qu'on se pose et auxquelles on essaye de donner l'expérience pour arriver à répondre à certaines de ces questions. Je me permets de revenir encore sur cette notion d'énergie de liaison et de masse. Vous dites énergie de liaison, mais est-ce qu'il faut le comprendre comme une masse supplémentaire qu'on mesurait sur une balance, et tant est qu'on puisse poser un noyau sur une balance, ou est-ce que c'est quelque chose de plus difficile à toucher que de la masse, quoi? Non, bon. il faut voir l'énergie ou la masse de façon presque indifférenciée, finalement, parce que l'énergie, on peut le considérer comme... Dans le noyau, l'énergie nécessaire à lier le noyau, c'est elle qui fait la masse. C'est bien plus que la somme. Le principe est le suivant. On est constitué d'un certain nombre de nucléons et de protons qui, eux, ont leur propre masse. Chaque nucléon les protons et les neutrons valent à peu près la même chose, l'un est un peu plus élevé que l'autre. Mais à la fin, la masse de la matière est bien plus que la somme des nucléons, parce que c'est justement la force nucléaire qui crée cette énergie de liaison et donc qui crée une masse d'une certaine manière. Donc c'est vraiment ça le principe. Donc si maintenant on revient encore à cette idée d'énergie, si on regarde vraiment de loin, bon, c'est bon, on a tout compris, on fait une image assez macroscopique, ça veut dire on considère le noyau comme un objet avec des protons et des neutrons, mais globalement c'est un fluide, ça marche bien. Par contre, si on commence à exploiter les données expérimentales, c'est-à-dire vraiment ces énergies, les masses des noyaux, et qu'on regarde, au lieu de regarder de façon par rapport à un seul point, mais qu'on regarde par rapport à leurs voisins, maintenant on regarde deux noyaux, un noyau et on lui enlève un proton, on lui rajoute un proton et on regarde comment son énergie de liaison, sa masse augmente. Et là on voit que ça devient beaucoup plus complexe ou intéressant, parce que on révèle des structures régulières, à la fois en protons et en neutrons, et qui révèlent la propriété fondamentalement quantique de cet objet, des protons et des neutrons. Et bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Pour moi, c'est la fin de l'introduction au noyau moderne. C'est ce qu'on appelle le modèle en couche. Mais à la fin, c'est l'analogie complète avec les atomes. C'est-à-dire que le fait que ces objets quantiques, la quantification vient du fait qu'effectivement, ils occupent des états qui sont discrets. Et la physique ici, la nature n'est pas continue. Et ça fait toute la différence sur la structure de ces noyaux. Et donc si on regarde maintenant la manière dont sont organisés ces noyaux, c'est-à-dire qu'on considère qu'on va on construit dans notre tête les noyaux, on rajoute des nucléons les uns après les autres, ils n'ont pas le droit d'aller sur les mêmes niveaux d'excitation. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est un principe fondamental qui est le principe de Pauli, qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre deux particules quantiques dans le même état, sur le même niveau d'excitation. Et c'est ça qui va
donner finalement toute l'organisation de la matière. Maintenant, la question c'est à quel point cette organisation-là, elle est stable, elle change. Si on change des nucléons, est-ce que finalement... Parce que dans l'atome, on a quelque chose de très différent. On a un centre qui fait le centre du potentiel dans lequel vont vivre les électrons. Mais là, les nucléons eux-mêmes créent leur propre potentiel. Et donc, si on commence à modifier soi-même le noyau, on n'est pas sûr que ça reste stable. Et c'est vraiment ça, une des possibilités de modifier la composition des noyaux qu'on étudie, nous permet d'essayer de, disons, pousser dans les extrêmes la matière nucléaire. Donc, voilà, c'est la fin du... Le noyau atomique moderne, c'est le résultat de 50 ans de travail acharné, finalement extrêmement efficace. On entendait hier Alain Aspect qui disait il faut 40 ans pour qu'une idée mature. Là, en 50 ans, on a construit le noyau. On est passé d'un noyau, finalement, à la fin du 19e siècle, on avait des idées d'électromagnétisme, on avait des observations sur les éléments, les rayonnements, mais finalement, on avait une très mauvaise idée. L'atome, c'était l'objet le plus petit qu'on pouvait considérer et on ne savait pas trop comment c'était dedans. On pensait que c'était relativement uniforme, on savait que c'était neutre, donc à un moment donné, il fallait que quelque chose se passe. Mais très rapidement, grâce à un certain nombre de découvertes, la radioactivité nous permet d'avoir une vision sur le fait qu'il y a de l'énergie qui se libère d'un certain nombre d'éléments. On a différents rayonnements qui arrivent, donc ça c'est Becquerel et Pierre et Marie Curie à la fin du 19e siècle. Et très rapidement, au début du XXe siècle, par des expériences, notamment l'expérience de Rutherford, qui est très connue, où on envoyait une particule, un hélium, sur une feuille d'or, on s'aperçoit que la matière n'est pas uniformément répartie. C'est-à-dire que quand on fait une diffusion d'une particule sur une autre, on s'aperçoit que la matière est condensée en un point. Et ça, c'est le noyau. Et c'est vraiment à partir de là qu'on a commencé à construire le modèle du noyau de façon incrémentale. Très étonnamment, en 1913, Soddy se dit, pour les différents éléments chimiques, on connaissait les éléments, disons, les propriétés chimiques, et il s'aperçoit que pour un nombre de protons, ou d'éléments chimiques, on peut avoir plusieurs masses. Il le sait, alors qu'on ne sait même pas qu'il y a des neutrons. C'est quand même assez fondamental de se dire qu'on a une capacité à anticiper ces problématiques. Les neutrons viendront seulement un peu plus tard, en 1932, donc c'est quand même presque 20 ans plus tard, on arrive à démontrer que lui, il avait déjà dit je peux avoir des protons et neutrons. Il n'avait pas dit comme ça, il avait dit je peux avoir de la masse différente, mais on avait déjà cette construction. Donc très rapidement, là, les années 30, c'est le changement de paradigme pour le noyau et pour la physique subatomique. Donc bien sûr, je le note ici, c'est pas anodin, hein, les premiers accélérateurs, le cyclotron par Lorentz aux États-Unis, la découverte du neutron, et après les radioactivités artificielles. Parce qu'on peut accélérer les noyaux, on peut les faire se rapprocher suffisamment pour qu'ils sentent la force nucléaire. Et là, on peut commencer à s'amuser et jouer et faire de l'alchimie nucléaire. Et on peut le faire avec soit des particules chargées, des protons, des neutrons, ou des neutrons. Et ça, c'est vraiment le travail de Fermi qui, pendant 10 ans, va irradier à peu près tout ce qu'il pouvait irradier et faire de très grandes découvertes grâce à ça. Au passage, on n'oublie pas que peut-être toute l'énergie qui est libérée, parce que les bilans énergétiques sont accessibles à ce moment-là, hein, que finalement toute cette énergie qui est libérée dans les réactions nucléaires, c'est c'est possiblement la source d'énergie qu'il y a dans les étoiles qui nous arrive des étoiles. Donc très rapidement, ici, on formule un certain nombre de choses. La fission, qui est la radioactivité qui n'avait pas encore été découverte, arrive ici assez rapidement. Et on commence à se poser la question, est-ce qu'on peut créer des nouveaux éléments ? Et là, on arrive à la guerre, donc ça complique un peu les choses. Mais néanmoins, on arrive à maîtriser la fission. Ça, c'est les premiers réacteurs, la fission contrôlée en 1942. Et la même année, le projet Manhattan, pour des utilisations effectivement un peu différentes, mais qui néanmoins, l'effort qui a été mis dans la synthèse de matière nucléaire pour la création d'une bombe nucléaire, sur le chemin, a apporté un certain nombre la création de nouveaux éléments, des méthodes de synthèse, des méthodes de séparation, et c'est vraiment, ça a contribué finalement à une avancée assez rapide. À la fin de la guerre, on a beaucoup de données finalement, beaucoup de données nucléaires,
Et les théoriciens, disons les scientifiques, arrivent à vraiment modéliser le noyau pour la première fois, de façon le noyau moderne. Et c'est vraiment le travail soit de ce modèle en couche, mais il ne faut pas oublier que finalement, il y a quand même des observables qui sont quand même assez compliqués à reproduire. Et on peut aussi voir ce noyau quand même encore comme une goutte liquide. Donc ces deux visions, elles ne sont pas orthogonales, elles sont complémentaires, et je pense qu'elles perdurent encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment ces deux manières de voir qui aujourd'hui nous guident et qui nous incitent à aller voir est-ce qu'on peut aller au-delà de cette vision. Donc à la fin des années 50, le noyau moderne est clairement modélisé, mais il est seulement fait à partir d'assez peu de noyaux. Si on revient ici sur ce siècle d'alchimie, en 1935, si je regarde la carte des noyaux, on connaît à peu près ces noyaux-là. Bon, après un effort, on va commencer à aller explorer effectivement cette carte et être capable d'aller produire ces noyaux-là et regarder si leurs propriétés survivent. 2015, on est ici. Et tout à l'heure, je vous montrerai peut-être la carte, disons, actuelle. Donc ça, ce qui est très clair ici, c'est que cette capacité à aller explorer les différentes combinaisons est intimement liée avec la capacité de faire des réactions nucléaires. C'est-à-dire être capable de modifier la matière nucléaire en faisant des réactions. Donc typiquement, on va prendre un noyau et on va aller s'approcher suffisamment d'un autre, soit pour lui donner des nucléons, soit pour lui donner de l'énergie et le casser, soit pour lui prendre des nucléons. Et on voit que, donc, si on reprend un peu l'échelle du temps ici, ici c'est les années, ici c'est le nombre d'isotopes qu'on a découverts. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon indicateur de la pertinence scientifique, mais néanmoins c'est pour moi un indicateur de la pertinence technologique. Donc on voit au départ, ici on est principalement sur la découverte des éléments stables, parce qu'on arrive à les séparer soit par des méthodes chimiques, bon ça on va dire c'est vraiment au tout début, et puis après on arrive à mesurer leur masse. Après on commence à pouvoir faire un certain nombre de réactions, c'est-à-dire on peut envoyer des neutrons sur la matière. Alors les neutrons c'est pratique parce que c'est pas chargé, donc bon, il faut juste les approcher de la matière, s'ils passent pas trop loin d'un noyau, ils vont être capturés et puis on va pouvoir faire quelque chose. Pour tout ce qui est un noyau normal, quand les deux noyaux vont se rapprocher, une fois que à la fin ils vont quand même voir le champ atomique, puis le champ des autres protons, et donc il y a une répulsion, ce qu'on appelle la répulsion coulombienne, et ça c'est une barrière qu'il faut dépasser. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'accélérateurs, c'est-à-dire qu'il faut donner de l'énergie pour pouvoir aller contre la répulsion coulombienne, pour qu'on puisse s'approcher suffisamment et sentir la force nucléaire. Et c'est vraiment ce qui a mené finalement toutes ces mesures. Donc ici, là on a les neutrons, ici on a l'application du premier cyclotron, c'est-à-dire qu'on est capable de donner de l'énergie à des particules légères, et on peut aller les faire faire attraper dans un autre noyau. Après, ici, on va avoir des accélérateurs un petit peu plus puissants. On va essayer des noyaux toujours un peu plus lourds, mais quand même des particules légères. Légères, ça veut dire globalement l'hélium, quoi. C'est 2 protons, 2 neutrons. Et là, on arrive quand même à faire un certain nombre de choses. On fait aussi fissionner les noyaux. Là, on était assez prolixe dans les années 50, pour plein de raisons, notamment les applications qui étaient déjà là de la fission. Et puis assez rapidement, ici, dans les années 70-80, là, c'est la naissance des accélérateurs d'ions lourds. Là, on va être capable d'accélérer des noyaux plus lourds et donc faire des réactions plus complexes, et notamment faire fusionner 2 noyaux. Et ça nous a permis d'accéder toute une zone ici. Et puis, plus récemment, maintenant, on ne veut pas ajouter 2 noyaux entre eux, mais on veut casser un noyau et lui enlever principalement ce qui nous intéresse pas, et pour après redescendre le plus possible loin de la stabilité dans la partie ici, où il y a beaucoup plus de neutrons que de protons. Donc globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'enlever des protons à la matière pour essayer de redescendre ici. Et ça, c'est en cassant les noyaux. Donc vous voyez bien que ici, les accélérateurs jouent un rôle fondamental dans la science qu'on peut faire ici, parce que c'est notre microscope, mais d'abord pour produire les noyaux, il faut déjà approcher les noyaux entre eux. Oui, bien sûr. Je donne le micro. Donc là, si on regarde la carte que vous nous présentez, tout ce qui est noir, c'est des choses qui sont stables, mais tous les autres, c'est des instables? Oui. D'accord. Donc tous les noyaux qu'on crée sont des noyaux qu'on va créer pour quelques temps. Mais quelle échelle de temps? Oui, alors l'échelle de temps, elle va de
comment dire, de rien du tout. C'est-à-dire, globalement, on peut créer des noyaux dont le temps de vie est extrêmement court. Extrêmement court, ça peut même être de telle sorte qu'on a même du mal à savoir s'il a attrapé un électron ou pas. Donc on ne sait même pas si c'est un atome. À plusieurs centaines d'heures, voire d'années, il y a des noyaux ici, ils ont des méga-années de temps de vie. On sait les mesurer, il y en a, on sait mettre des limites. Donc la gamme de temps de vie, c'est des ordres de grandeur. Et je vais montrer à la fin, justement, pour une zone des noyaux, la gamme des temps de vie qui sont accessibles. Mais effectivement, c'est extrêmement varié et qui, justement, varie aussi avec cet aspect énergétique, à quel point ils vont avoir à revenir, et aussi le déséquilibre qu'ils ont. Plus c'est déséquilibré en protons et neutrons, plus la force nucléaire va avoir tendance à nous ramener. Et pour préciser, à partir de quelle durée de vie on peut qualifier un noyau de noyau stable? Alors ça c'est une discussion. Alors on va considérer noyau stable. Un noyau stable, c'est un noyau en principe qui ne se transforme pas. Donc on considère qu'il a un temps de vie infini. Après, on peut considérer qu'il y a des noyaux quasi stables, comme l'uranium, dont la valeur exacte, je ne connais plus comme ça la valeur exacte, mais on parle de méga-années. Donc il y a un certain nombre de noyaux ici qui sont métastables, c'est-à-dire qu'ils vont très peu se transformer. En tout cas, à l'échelle même de la planète, ils ne sont peut-être pas transformés. Mais donc une durée de vie qui se mesure en méga-années, oui. Ça suffit à faire un élément comme l'uranium qui néanmoins est instable et permet de faire de l'électricité. On peut le manipuler. Voilà. Donc il y a des matières qu'on peut manipuler et en fait on arrive même aujourd'hui pour certaines applications, pour créer des noyaux les plus lourds possibles, on arrive à manipuler des noyaux qui ont des durées de vie de dizaines ou vingtaines d'années. On arrive à en faire des échantillons macroscopique, ça veut dire on ne parle pas de un ou deux noyaux, on parle de matière, on arrive à la séparer, on la crée dans les réacteurs, on irradie dans les réacteurs et on crée une quantité qui nous permet après de faire des réactions sur ces noyaux-là. Donc on arrive à créer de la matière macroscopique qui a des durées de vie de plusieurs dizaines d'années, parce que ça, on peut manipuler. Par contre, effectivement, c'est des objets qui vont décroître au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant, je vous ai dit, on connaît tous les noyaux qui sont colorés ici, c'est à peu près cette carte-là, ont été synthétisés dans les laboratoires. Ceux-là, on les a observés d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire on a fait une réaction ou on en a créé un et puis à force de revenir vers la stabilité, on est passé par l'autre, on a su les caractériser, on a peut-être mesuré les temps de vie de la majorité d'entre eux. Maintenant, quand on se tourne vers nos collègues théoriciens et on leur dit est-ce que je suis au bout, est-ce que j'ai atteint les limites, et ben eux ils calculent, donc ils disent voilà, on essaye on prend notre meilleure force nucléaire, les propriétés qu'on connaît des forces en présence, et puis on va essayer de faire des prédictions sur qui est-ce qui doit exister et qui est-ce qui ne doit pas exister. Et ça, c'est les lignes rouges. Alors, j'ai mis une ligne rouge, mais en fait, c'est beaucoup moins précis que ça. Il y a une espèce de largeur là-dessus, qui sont les incertitudes de nos modèles. Mais ça donne quand même une idée, globalement, que on est à la moitié du chemin, peut-être. On a peut-être vu la moitié des noyaux qui sont censés exister si on a bien compris les propriétés de la matière nucléaire. Mais ça nous pose quand même un certain nombre de questions. Ça veut dire que globalement, il y a des choses qui sont assez simples. Ça veut dire il y a un côté là, un côté qu'on dit nous soit déficient en neutrons ou riche en protons. On s'est vraiment approché des limites et on les dépasse pas vraiment. Si on les dépasse, je reviendrai à ça tout à l'heure. Et ça, on comprend, parce que globalement, c'est impossible d'aller vers de la matière seulement faite de protons. En tout cas stable, ça ne peut pas tenir. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus facile d'accéder. Par contre, de ce côté-là, on voit qu'on a quand même la possibilité de mettre beaucoup de neutrons pour un nombre de protons donné. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'accéder, et on a guère atteint la limite pour une vingtaine de chaînes isotopiques, c'est-à-dire pour une vingtaine d'éléments. Tous les autres, on en est très loin, et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Il faut aussi accepter ça, pour un certain nombre de raisons, mais en tout cas, on est très très loin. On pourra peut-être monter ici dans les décennies à venir, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. La question supplémentaire, c'est
là-haut, est-ce qu'on va plus loin? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments? Déjà, l'homme a quand même, les hommes se sont quand même passés du point que le dernier noyau, disons quasi stable, était aux alentours de l'uranium, et il s'est quand même donné déjà beaucoup de mal pour monter jusque-là. Donc on est parti de l'uranium, c'est 92 protons, et le dernier élément, et je finirai là-dessus tout à l'heure, on est à 118 protons. Donc on a déjà été capable d'ajouter beaucoup de choses. Donc les territoires sont encore inexplorés. Maintenant, pourquoi on voudrait aller là-bas? Est-ce que c'est juste pour faire de la collection de timbres? C'est bien plus que ça. En fait, il y a un certain nombre de questions qui nous motivent aujourd'hui. Bon, la question, c'est quelle est la source des noyaux terrestres? Parce que les processus de création des noyaux dans les étoiles passent peut-être par certaines de ces zones. Quelles combinaisons de protons et de neutrons sont possibles? Ça nous donne une information sur notre capacité à évaluer à quel point on comprend la force nucléaire. Et aussi, comprendre les caractéristiques des noyaux. Parce que là, je vous ai dit, je parle de masse, mais le noyau, il a aussi sa propre... C'est un système, on peut lui apporter de l'énergie, comment il va réagir à l'énergie qu'on lui apporte. Et donc ça, c'est vraiment toutes ces questions, on se pose. Et finalement, on a notre connaissance. Alors, depuis, je dirais, une trentaine d'années, on commence vraiment à s'éloigner. On voit qu'il y a des modifications, et je vais essayer de vous montrer quelques-unes de ces modifications dans les transparents à venir. Il y avait une question, je crois, monsieur. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi de vous dire. Quel nom ils ont donné à celui que vous avez... Le plus lourd? Oui, le plus lourd. Aujourd'hui, c'est l'Oganesson. Et le nom vient de Yuri Oganessian, qui est un physicien russe qui a dévoué sa vie à la production de ces noyaux et qui continue à aller chercher les noyaux les plus lourds. Oui, moi j'ai une question peut-être naïve, vous y avez peut-être répondu avant. Autant je comprends la limite bleue, à un moment donné, il y a trop de répulsion électrostatique pour que ça tienne, mais pourquoi une limite rouge dès lors que les neutrons ne sont que attractifs les uns avec les autres? Alors ils sont attractifs, mais il y a quand même une question de portée. La portée de la force nucléaire n'est pas infinie, et donc à un moment donné, on a beau mettre beaucoup de neutrons, ils peuvent pas, par leurs propriétés quantiques, être tous dans les mêmes états quantiques, donc c'est-à-dire même si la physique quantique ne peut pas être localisée, mais si on dit qu'il y a une zone dans le noyau, ils ne peuvent pas être au même endroit. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de grandir. Et donc la portée, l'interaction entre les neutrons va pas forcément elle n'est pas de portée infinie comme elle peut l'être pour une force électrostatique. Et donc à un moment donné, certains neutrons ne vont pas forcément se lier avec la force de l'attraction et va pas se cumuler pour ça. Ça décroît plus rapidement que l'interaction électrostatique. Ah oui, c'est sans commune mesure. La portée déjà la force électrostatique a priori est infinie, même si elle décroît en 1 sur r². Mais par contre, la portée de la force nucléaire est de l'ordre de, je ne sais plus, on dirait moins de 10 Fermi. Donc, et si on le rapporte en puissance de R, de la distance, non, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, finalement, la force nucléaire a un minimum local, et donc c'est comme une petite poche de potentiel qui est localisée en dessous d'un demi-Fermi, on n'a pas le droit parce que les nucléons sont au même endroit. Par contre, elle peut apporter jusqu'à 4-5 Fermi. Et donc, ça fait vraiment une petite zone d'interaction entre les nucléons. Et ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire aussi combien de nucléons interagissent entre eux dans le noyau. Est-ce qu'ils interagissent 2 à 2? Est-ce qu'ils interagissent 3 par 3? Ou quand on a 300 noyaux, est-ce qu'ils se parlent tous ensemble? Et ça, c'est... Bon, si j'ai le temps, j'ai une ou deux petites choses à montrer. Je vous laisse continuer. Non, mais c'est des vraies questions qui sont importantes parce que on est vraiment à une échelle où les propriétés individuelles des nucléons et les propriétés collectives dans le noyau vivent dans le même monde d'énergie. Et ça, c'est assez unique finalement. En physique atomique, entre une molécule et un atome, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes d'énergie. C'est plus du tout la même chose. Alors que là, tout le monde vit dans le même monde. Et ça vient vraiment du fait que tout le monde est concentré au même point, tout en restant quantique. Donc quelques exemples de choses un peu inattendues récentes. On prend le cas, je commence par le cas le plus simple. Bon, je ne prends pas le proton parce que c'est un peu particulier. Je prends le premier noyau, je vais considérer mon premier noyau comme étant l'hélium, 2 protons, 2 neutrons.
C'est le noyau, un des noyaux peut-être le plus lié, ça doit être lui, là, qui est tout là-haut, là. C'est le noyau le plus lié qui existe. Maintenant, je vais lui rajouter un neutron. Mais en fait, c'est pas stable, ça n'existe pas. En tout cas, ça ne dure que très peu de temps. Bon, j'essaye, on en rajoute un deuxième, là ça marche. Donc c'est un peu bizarre, c'est pas du tout incrémental. Je mets 2 protons, 2 neutrons, c'est bien, je rajoute un neutron, ça marche pas, j'en rajoute 2, là c'est lié. Bon, ça vit pas très longtemps, hein, c'est quelques centaines de millisecondes. Je rajoute encore un neutron, l'hélium 7, il n'existe pas. Je rajoute encore un autre neutron, là l'hélium 8, ça marche. Donc là on voit que déjà on est sur des propriétés de la liaison, l'existence de ces noyaux, elle dépend beaucoup, vraiment, c'est la mécanique quantique nous dit les propriétés. Donc là, c'est l'appariement entre les nucléons, les protons et les neutrons entre eux. Quand ils sont vraiment la manière de se mettre ensemble, va créer de la liaison et va faire qu'on est stable et on arrive à survivre. On rajoute un nucléon et puis là, très rapidement, on se débarrasse de ce nucléon et puis on revient très rapidement sur ces noyaux-là. L'autre chose intéressante, c'est qu'en fait, c'est assez imagé, mais on arrive d'une certaine manière à voir que ces noyaux-là, ce n'est pas simplement 2 nucléons qu'on a recollés à côté, et ça serait dense. Non, non, ces nucléons, en plus, ils ont tendance à vivre leur vie assez loin. Et donc ici, on a des structures particulières, presque avec un agrégat, on garde cet hélium et puis on fait vivre les neutrons autour. Et ça, c'est quelque chose, au début des années 80, ils ont mesuré le rayon des noyaux, de certains de ces noyaux légers. Ils ont aperçu qu'ils étaient beaucoup, beaucoup plus grands que ce à quoi on s'attendait. Et ça, c'est le principe des noyaux à halo. Et on voit que des fois, avec que quelques nucléons, on peut être aussi gros qu'un autre noyau qui aurait 200 nucléons. Ce qui est vraiment très étonnant. Donc je vais à l'autre bout de la carte des noyaux. Maintenant, je prends le plomb. Là, la situation est un peu différente. Oh, c'est pas très clair. Excusez-moi, bon, peu importe, l'objectif n'est pas dans les nombres. Là, le plomb, 82 protons. On a 37 isotopes connus. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de combinaisons possibles. On a 4 isotopes qui sont stables, et puis après ils se distribuent avec différentes radioactivités possibles, donc bêta-, bêta+, et puis même alpha quand vraiment on exagère et qu'on enlève trop de neutrons. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment, si on donne de l'énergie à ces noyaux, comment ou à quoi ils ressemblent? C'est quoi la distribution de la matière pour ces noyaux? Et en fait, on s'aperçoit que si on apporte de l'énergie, par exemple ici au plomb, on peut s'apercevoir qu'il y a des excitations, si on donne un peu d'énergie au noyau, il va avoir tendance à se déformer et puis à vivre sa vie. Et là, typiquement, c'est une forme de poire, c'est-à-dire que le noyau va commencer à minimiser son énergie en trouvant des formes particulières. Maintenant, si on prend un autre nucléon, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Maintenant, on enlève quelques nucléons, on va de l'autre côté. Là, par contre, ça devient un ballon de rugby qui tourne très, très, très vite et où presque tous les nucléons contribuent à la forme. C'est-à-dire que là, c'est plus j'ai un alpha, deux nucléons qui vivent leur vie. Non, là, tous les nucléons travaillent de façon collective dans le noyau et vont contribuer à la manière dont va disons, vivre le noyau. Si maintenant, on enlève encore, il se peut même que dans un même noyau, il y ait plusieurs formes qui vivent entre elles. Et ça, c'est compliqué. Ça veut dire que globalement, pour une même énergie, un noyau il va pouvoir passer d'une forme à l'autre et changer ses états. Et ça, c'est vraiment des choses assez spécifiques au noyau. Et on voit là, j'ai jamais changé le nombre de protons. Donc là, par rapport à la chimie est dominée par le nombre de protons. Là, je n'ai gardé le nombre de protons constant. Et on change quand même beaucoup de choses dans la manière dont s'organise la matière. Donc maintenant, brièvement, voilà, l'idée c'est de dire comment on peut observer ces noyaux. Alors nos microscopes, disons, il faut trouver les bons microscopes. Pour la matière, bien sûr, on utilise les yeux. Pour les molécules ou les atomes, on va s'attacher à un microscope électronique. Les microscopes pour la physique subatomique sont clairement les accélérateurs de particules. Et pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, qu'il faut apporter de l'énergie pour s'approcher suffisamment à la bonne échelle et à la bonne distance d'interaction. La bonne échelle pour nous, c'est l'accélérateur d'ion lourd, et typiquement comme le GANIL qu'il y a à Caen. C'est pas non plus le CERN. C'est-à-dire que le CERN, lui, il va sonder les quarks.
Si on utilise le CERN pour sonder la physique nucléaire, on verra rien, on sera complètement transparent. Donc il y a vraiment une échelle pour chacun des instruments, pour chacune des objets à étudier. Donc typiquement, comment ça se passe? On prend un accélérateur de particules, donc là c'est un accélérateur d'ions. Donc il faut globalement enlever des électrons à un ion pour pouvoir grâce à un champ électrique, l'accélérer. C'est le principe de l'accélérateur. Au Galil, on a des cyclotrons, comme Lorentz. Et l'idée, c'est qu'on crée des ions, on les accélère, on les envoie dans une salle expérimentale sur une cible de matière. Et là, on va faire une réaction nucléaire. Donc on envoie typiquement un faisceau sur un autre. Et là, on va échanger des nucléons. On va créer beaucoup de... Bon, déjà, il faut beaucoup de noyaux pour faire une réaction. C'est-à-dire que la réaction a lieu peut-être une fois sur 1 million. Donc déjà, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que si on vient avec 1 million de noyaux par seconde, on aura une réaction une fois par seconde. On en envoie bien plus que ça. Le problème, c'est qu'on fait aussi beaucoup de réactions et qu'au passage, on crée aussi beaucoup de noyaux et il y a beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas. Donc il faut arriver à filtrer ça. Et ça, c'est vraiment le défi aujourd'hui des détecteurs. Donc en fait, nos microscopes, c'est l'accélérateur à la fois pour créer et les détecteurs pour pouvoir regarder ce que nous renvoie la matière qu'on a excitée ou qu'on a déséquilibrée. Bon, on pouvait aussi avoir du public plus jeune. Notre problème, c'est de retrouver, et c'est notre problème à nous, finalement, c'est de retrouver Charlie au milieu de tout ça, sauf que ça, c'est pas la vraie vie, c'est ça. Et c'est pas facile, mais on travaille dur pour ça, et on a des très bons détecteurs, donc très sensibles, qui comptent beaucoup de particules par seconde. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut être capable de compter des millions de particules par seconde et de savoir qui. C'est pas seulement les compter, c'est de pouvoir bien mesurer et séparer et savoir quelle réaction a eu lieu. Pour pouvoir ressortir. Donc ça, c'est typiquement les spectromètres. On utilise des spectromètres. Un spectromètre, c'est rien d'autre qu'un analyseur. Il sert aussi à trier. Donc c'est comme un prisme. Vous venez avec de la lumière et puis vous séparez en fonction de la composition. Donc c'est pareil. Ici, vous venez avec plein de noyaux différents et puis vous allez commencer à dire celui-là, il a tel nombre de protons, tel nombre de neutrons. Et puis à la fin, notre carte d'identité va apparaître. En fait, on mesure les bons degrés, les bonnes compositions, c'est les protons et les neutrons. À côté de ça, donc voilà, ça c'est typiquement, voilà, on mesure la masse, on mesure la charge. Donc, on sait qui était là. Ça c'est une vraie expérience. Et on crée tous ces noyaux-là. Il faut savoir qui est qui. Maintenant, quand on a fait ça, on a excité ce noyau-là et il va nous renvoyer un certain nombre de choses. Mais bon, là, je vais me focaliser sur la lumière qu'il nous renvoie. C'est comme la lumière que me renvoient les sièges rouges ici. Je sais que le siège est rouge parce que le matériau me renvoie que la lumière rouge. Ici, la lumière qu'on regarde, nous, c'est les rayons gamma. C'est la lumière à l'échelle de la physique subatomique. Et pour ça, il y a des détecteurs qui sont... Bon, peu importe la technologie, mais il y a un détecteur européen qui s'appelle Agatha qui sert à faire ça de façon très efficace parce qu'il est capable de faire l'imagerie, de savoir où a eu lieu, où ont été mesurés les rayons gamma. Et ça nous permet de mesurer précisément l'énergie qui nous est renvoyée par ces noyaux. Alors pourquoi c'est important? Bon, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on exploite les preuves. On a identifié qui, donc ça c'était le spectromètre, et puis on a regardé la lumière qui nous est renvoyée. Alors ça, bon, peu importe à la fin, mais imaginons que on a créé un noyau dans un certain état, et la nature, de toute façon, redescend toujours au minimum d'énergie, donc ils vont se désexciter, et ils nous envoient des rayons gamma comme ça. Alors pour nous, c'est très intéressant, parce qu'à la fin, c'est comme pour l'ADN. Pour nous, ces espacements des noyaux, c'est l'ADN de la force nucléaire. Ça nous donne des informations sur comment les nucléons peuvent être organisés, quels sont les niveaux qui sont autorisés et ceux qui ne le sont pas. Donc à la fin, nous, on mesure quelque chose comme ça, on appelle les théoriciens, où ils ont travaillé avant, ils ont leur modèle, et ils nous disent, voilà, les suspects sont les suivants, ça peut être un noyau qui a cette forme-là, il peut être complètement sphérique, complètement déformé comme un ballon de rugby ou comme un frisbee, et puis ils n'auront pas forcément la même séquence. Et donc nous, après, par comparaison, c'est une des observables, il y a d'autres possibilités, on peut remonter à la forme du noyau, l'espacement, quelles particules sont en jeu
quel nucléon rentre en jeu dans la structure de ce noyau. Donc ça, c'est vraiment ça le travail, c'est d'arriver à exploiter ces preuves, les confronter et construire une base suffisamment large pour être sûr de ce que nous, on tire comme conclusion et, disons, défier la théorie pour qu'elle aille toujours plus loin. Est-ce qu'elle a compris toutes les composantes de la force nucléaire? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la force nucléaire, c'est la même, quelle que soit la zone du noyau. Mais par contre, elle ne se manifeste pas forcément de la même manière. On ne va pas sentir forcément la même partie de la force nucléaire. Et en plus de ça, on n'en a pas une formulation mathématique. Ce qui est une vraie complexité par rapport à d'autres forces. Une question sur le fonctionnement des spectromètres et des appareils de détection en général. Il y a des noyaux qui sont extrêmement instables, qui ont une durée de vie, vous disiez, des fois on n'est même pas sûr d'avoir formé quoi que ce soit. Est-ce que néanmoins, ces objets-là que vous attrapez dans le détecteur, ou est-ce que vous attrapez des débris issus de la désintégration de ces noyaux-là, et en regardant ces débris, vous vous dites, à un temps antérieur, il y a eu tel noyau avec telle forme? Alors on peut faire les deux. Enfin, en fonction de la durée de vie, on peut faire les deux. Là, typiquement, dans ce que j'ai montré, c'est des noyaux qui vont vivre suffisamment de temps pour voler. Et là, la vitesse à laquelle vont ces noyaux, c'est quelques centimètres par nanoseconde. C'est-à-dire que, comme nos détecteurs font l'ordre d'une dizaine de mètres, voilà, ils vont faire 300 nanosecondes. Il faut au moins qu'ils vivent ce temps-là. Mais par contre, s'il y a d'autres dispositifs qui permettent de dire, oui, effectivement, si par exemple mon noyau se casse en des neutrons qui partent et un morceau qui reste, on peut reconstruire, on peut aller mesurer les neutrons, les protons, reconstruire ce qui s'est passé, reconstruire l'événement, et là on est capable de reconstruire par exemple le niveau d'énergie dans lequel était le neutron, disons le noyau. Et donc ça, les deux sont possibles et ça dépend vraiment de l'intérêt. À la toute fin, je montrerai un cas, sans montrer le cas, mais un résultat très récent finalement qui est arrivé au mois d'août. Et justement, c'est une de ces cas-là où on a mesuré les neutrons qui sont sortis et on a pu dire ce noyau a existé pour un temps. On essaye de reconstruire pourquoi, on essaye de dire quel est le temps et ça nous donne des limites sur la cohésion de la matière vraiment aux extrêmes. Et pour remonter, j'imagine qu'il faut faire un certain nombre d'hypothèses sur les interactions, la forme de la force forte, ou que sais-je, en tout cas faire des hypothèses théoriques qui permettent de remonter le fil. Alors, il y a deux aspects. Il y a des choses pour lesquelles c'est pas trop difficile. On peut remonter grâce à juste... si on considère quand même que les noyaux, ils ont un certain nombre de trajectoires, on est capable de dire qu'est-ce qui se passe. Après, effectivement, aux petites échelles de temps, quand le système nucléaire se casse, j'ai un noyau là, c'est comme la fission, finalement, je pars d'un noyau et j'en deviens deux. Mais la force nucléaire continue à agir sur un certain nombre, sur une distance de l'ordre de quelques femtomètres. Donc des fois, les interactions entre ces deux morceaux qui se cassent brouillent un petit peu notre message. Mais pour ça, effectivement, c'est tout un champ d'études, comment déconvoluer ces effets au moment donné de la cassure pour pouvoir avoir la signature la plus propre et la meilleure précision sur la mesure. Je vous en prie. Tout à l'heure, ça ressemblait un peu à des raies, ce que vous avez observé. C'est complètement des raies. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a quand même à chaque fois destruction de l'atome que vous observez, ou pas? Alors, pas de l'atome. Il y a des excitations de l'atome. Ça veut dire que globalement, j'ai des transitions. Voilà, c'est vraiment l'analogie ici. Hein. Là, j'ai les raies de l'azote. Ici, j'ai les raies d'un mode rotationnel où j'ai du diazote qui tourne très vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste les transitions entre des différents niveaux. Mais je ne vais pas changer le noyau. Il va relâcher de l'énergie en émettant des photons, mais je ne vais pas changer sa composition en termes de protons et neutrons. Donc dans ce sens-là, il ne se désintègre pas. Donc juste pour faire la transition, je disais ils peuvent avoir des formes. En fait, la majorité des noyaux ont des formes. J'ai repris ma carte ici, et puis on dit à peu près... Ici, c'est un calcul, hein, mais on a des informations à peu près similaires expérimentalement. On voit bien qu'en gris, c'est quand le noyau est considéré comme une sphère. Mais par contre, les trois quarts du temps, ou la majorité du temps, il est quand même assez déformé, souvent sous la forme d'un espèce de ballon de rugby bien rallongé. Mais même des fois, on passe d'une forme à l'autre en changeant juste un ou deux nucléons. Et ça, c'est très... Enfin, pour moi, c'est très intéressant. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on a vues assez récemment. Hein. Ici, je prends un noyau avec une centaine de nucléons. C'est des noyaux, ils ont toujours ici le même nombre de neutrons. Je garde le nombre de neutrons constant et je change juste le nombre de protons. On rajoute des protons. Et en fait, on s'aperçoit ici, bon, c'est du krypton,
en fait, peu importe, j'ai envie de dire. Là, il a une propriété, un spectre finalement de Ray qui ressemble beaucoup à un atome, donc c'est quantique, mais c'est chaotique. Enfin, c'est pas chaotique, enfin c'est chaotique dans le sens où il n'y a pas une régularité particulière. On peut le décrire, on peut modéliser. Par contre, on rajoute 2 protons ici, et là, on se retrouve avec un système qui est extrêmement régulier. Et nous, on le comprend sous la forme d'une déformation où tous les nucléons vont contribuer, et on va avoir pour passer d'un état à l'autre, ça devient très régulier, et c'est un mode rotationnel, mais comme dans de la mécanique presque classique, et qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les atomes. Et donc moi je trouve ça toujours très joli de mettre en parallèle différentes échelles, et finalement, la mécanique quantique qui est derrière, finalement a une grande régularité, parce que quelle que soit l'échelle, elle s'exprime quand même de la même manière. Alors juste pour finir, on parlait justement de ces neutrons qui sont quasiment pas liés. Enfin, quand un noyau, quand on est au-delà de s'approcher et dépasser les limites de liaison. Donc là, j'ai fait un zoom en bas, hein, et en fait, on voit ici que on a réussi quand même à aller déjà au-delà de la liaison. C'est-à-dire, c'est un noyau qui ne vit qu'un temps très faible, peut-être 10-21 secondes. On ne sait même plus conceptualiser, c'est 10-21, mais c'est extrêmement court. C'est-à-dire que le noyau n'a même pas le temps de se stabiliser, que les électrons arrivent. C'est un peu ça l'idée. Mais on arrive quand même à mesurer ces états qui sont comme une résonance. Comme en physique des particules, on voit des résonances. Et dans cette zone-là, dans les dernières années, on a pas mal progressé, hein. En 2007, on était capable de produire un noyau. Pour un proton, on a mis 6 neutrons. Je pense qu'on ne fera jamais mieux que ça. On ne pourra jamais faire plus riche, sauf si on fait l'hydrogène 8. Mais ça veut dire que là, on est dans un équilibre complet en termes de protons et de neutrons. Ce noyau-là vit très très peu, hein. Les neutrons s'en vont très rapidement. Maintenant, pour ancrer dans la réalité de la recherche aujourd'hui, août 2023, au Japon, ici, ce noyau-là, l'oxygène 28, a été observé pour la première fois. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on essaie de faire ce noyau-là. Il a d'autres intérêts aussi parce qu'il est à la croisée de stabilité quantique. Et en fait, ce noyau-là, il a un déséquilibre important de protons et neutrons, mais très rapidement, en fait, ces nucléons vont partir. Et justement, ils ont été capables de reconstruire ces 4 neutrons, donc il faut déjà les détecter, remonter, et celui qui reste, là, c'est l'oxygène 24, et être capable de remonter à un état qui avait une certaine cohérence, et d'en donner un certain nombre de propriétés, avec ce qu'ils ont pu faire. Il y a encore plein d'études à faire. Maintenant, il y a bien plus étonnant que ça, comment on fait des noyaux sans protons. Et donc ça aussi, une expérience dans le même laboratoire au RIKEN. Là, on est sur un rapport infini entre le nombre de protons et de neutrons. Et en fait, ils ont aussi observé une résonance. Ça veut dire qu'on a, pour un temps, la matière est capable d'avoir une cohérence. C'est-à-dire qu'il y a une liaison juste entre les neutrons. Bon, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est pareil, c'est un état qui, pour un moment donné, la force nucléaire arrive à le maintenir, à se faire parler en tout cas. Qu'est-ce qui empêche de faire un petit noyau fait que de neutrons, si on revient à ce que j'ai compris de ce que vous avez dit tout à l'heure? Donc là, on n'a pas de protons, donc on n'a pas de problème de répulsion. Et par ailleurs, on n'a pas de problème de taille, qui vient de la courte portée de l'interaction forte. Là, quel est le problème? Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est de la même manière pourquoi le neutron décroît alors que le proton ne décroît pas. Il y a une grande asymétrie dans la nature entre les protons et les neutrons. Et donc aujourd'hui, c'est une question qui est quand même ouverte aujourd'hui. C'est bon, déjà, est-ce qu'on peut créer ce genre de noyau? Et maintenant, pourquoi il devrait avoir une telle durée de vie ou aussi peu de durée de vie? Mais il n'y a pas de raison aujourd'hui. Est-ce qu'avec les mains, on peut dire que c'est parce que le proton il a une durée de vie infinie qu'il apporte de la stabilité? Il va stabiliser, effectivement. Après, un neutron, il a une durée de vie de 11 minutes. Quelque chose comme ça. Donc on pourrait avoir un système qui vit comme ça 11 minutes. On pourrait dire, est-ce qu'on pourrait mettre deux neutrons ensemble? Et en fait, non. Un 10 neutrons, aujourd'hui, on n'a jamais vu de 10 neutrons. L'interaction entre les protons et les électrons. On va vous donner un micro. Je vais vous donner mon micro. Il y a plus de piles.
rapide peut-être. Si on va à l'échelle atomique, effectivement, c'est un problème. Les neutrons tout seuls, c'est neutre, la matière va être neutre, mais le monde autour est quand même avec des protons et des électrons, quoi. Oui, il me reste juste 2 points. C'est ce que j'avais mentionné au tout début, c'est comment on crée des noyaux les plus lourds possibles. Et ça, c'est vraiment se battre contre la répulsion coulombienne, qui a un effet macroscopique. Mais en fait, localement, comme je vous ai montré, dans toute la carte des noyaux, il y a des petits effets qui viennent de la physique quantique qui font que des fois, on peut combattre localement et on est capable de surlier parce que c'est les propriétés, les propriétés de la force nucléaire qui surlient localement. Et en fait, il y a un espoir. Donc ici, c'est le haut de la carte des noyaux, vraiment zoomé. Et bon, là, c'est le plomb, l'uranium, les derniers éléments stables. Donc ici, c'est les temps de vie. Alors, on ne voit pas très bien. C'est peu importe, en temps de vie, en log de secondes. Globalement, ici, c'est des décades à chaque fois. Et donc, on voit que très rapidement, ça devient très, très difficile. Mais il y a des prédictions pour essayer de se dire que peut-être, quelque part, dans une de ces zones, on pourrait presque créer des noyaux quasi stables, avec des durées... quasi stables, il ne faut pas non plus exagérer, pas des durées de vie infinies, sinon on les aurait peut-être déjà observés. Il y a des gens qui ont scanné la matière pour regarder s'il n'y avait pas des noyaux très très lourds qui existaient dans la matière sur Terre. Ils n'ont pas trouvé pour le moment. Mais avec des temps de vie qui seraient de l'ordre d'heures ou d'années, mais dans ces noyaux-là. Aujourd'hui, ici, ça c'est 115. Ici, ça c'est 115. On est par ici vers 118. Mais pas au bon endroit. Et c'est vraiment ça que les gens essayent d'attaquer, c'est ici. Parce que si on fait ça, alors pourquoi c'est intéressant en soi, ça c'est trouver les limites. Mais bon, ce dernier élément ici, 118, donc c'est l'Oganesson, donc synthétiser le papier, il est de 2006. 10 ans après un travail de reviewing, de comités internationaux sur les nouveaux éléments, il est confirmé en 2015 et on lui donne un nom, donc l'Oganesson. Mais c'est 3 événements. On a vu 3 de ces noyaux, 3 manifestations de ce noyau. C'est pas beaucoup. Là, on est sur des petits événements. Mais l'idée, c'est que cet Oganesson, si on revient dans la table de Mendeleïev, très intéressant, c'est un gaz rare. Enfin, il devrait être comme un gaz rare. Et le prochain, 119, où est-ce qu'il va être ? Et je pense que ça, c'est une des questions aujourd'hui où la physique nucléaire et la chimie vont main dans la main. Alors, avec 3 événements, on va avoir du mal à faire la chimie par rapport aux millilitres dont nous parlait M. Sauvage ce matin. Mais il y a quand même, si maintenant on commence à aller dans des zones de temps de vie qui sont longues, on peut commencer à se dire qu'on va commencer à créer de la matière suffisamment pour faire de la chimie avec. Et là, c'est très intéressant, parce que la chimie d'un noyau, avec des noyaux aussi gros, la taille du noyau par rapport aux orbitales électroniques, on commence à avoir des choses qui se rapprochent. Et donc il y a plein de propriétés de la manière dont ces systèmes vont réagir qui sont assez intéressants. Bon, juste pour finir, parce que j'ai pas le temps et que ça serait une conférence en soi, d'un infini à l'autre, parce que le sujet c'est quand même les infinis, donc sur les épaules des géants, d'un infini à l'autre. Des réactions nucléaires dans les étoiles, bien évidemment. En fait, il y a des réactions nucléaires dans les étoiles. C'est sûrement le carburant des étoiles. Et c'est aussi les réactions dans les étoiles qui ont créé les noyaux, mais sûrement pas sur la ligne de stabilité. Enfin, certains peut-être. Mais en fait, on a créé des chemins qui sont clairement en dehors de la stabilité. Et donc tout ce qu'on apprend aujourd'hui sur les noyaux en dehors de la stabilité nous informe sur les processus stellaires et pour essayer de comprendre et reproduire. Par exemple, ça c'est la courbe d'abondance dans l'univers. C'est pas du tout uniforme. Et étonnamment, là où il y a des pics, c'est souvent associé aux aspects quantiques de la physique nucléaire. Donc il y a toutes ces choses ici qui rentrent en jeu. Et naturellement, une des propriétés aussi dans les événements, on parle aujourd'hui d'ondes gravitationnelles quand des étoiles fusionnent et émettent des ondes gravitationnelles. La manière dont les étoiles vont fusionner, elles sont faites de matière nucléaire dans des densités et dans des compositions qui sont particulières. Si on comprend justement la matière nucléaire et les règles qui la régissent, on est capable de donner des informations sur la dynamique de ces noyaux quand ils vont émettre des ondes gravitationnelles. Donc c'est un défi aussi pour lier avec ces événements dans le grand infini. Et j'ai fini avec ça. Voilà, je voulais, peu importe ce qui est écrit ici,
il y a beaucoup comme vous avez vu, on touche beaucoup de sujets. Si vous êtes intéressé, il y a aussi un livre qui a été écrit par mes collègues et qui couvre ces sujets-là et les autres infinis. Et puis, si jamais vous voulez passer l'embouchure de la Seine et aller au Ganil, au début décembre, il y aura des portes ouvertes. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. Merci. Mesdames et messieurs, Antoine Lemasson. On a encore un peu de temps pour quelques questions, s'il y en a dans la salle, monsieur. Bonjour. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme application, vraiment juste dans l'imaginaire, plus tard, de découvrir toutes ces limites et d'aller toujours plus loin? Alors, je ne sais pas si... Je pense que la physique nucléaire a déjà fait sa révolution dans le sens où les applications primordiales sont déjà là. Les applications naturellement énergétiques, les applications d'imagerie médicale, il y a beaucoup de choses qui sont là. Dans les noyaux aux limites, vu leur durée de vie, si on parle d'objets qui durent quelques millisecondes, c'est difficile. Par contre, il y a quand même des gens qui s'intéressent à créer des nouveaux radioisotopes qui permettent de faire, par exemple, d'autres types d'imagerie. L'imagerie en 3 dimensions, parce qu'on crée un noyau qui a les bonnes propriétés, qui émet les bons photons, les bons électrons, de telle sorte qu'avec une détection adaptée, on est capable de reconstruire en 3 dimensions, par exemple, la position de l'émission. Donc ça, pour faire de l'imagerie médicale, je sais qu'il y a des choses qui se développent là-dessus et qui essayent d'utiliser des isotopes. Mais ça ne sera pas des isotopes très loin, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose qu'on peut manipuler et qu'on peut utiliser. Donc cette limite de temps de vie, à la fin, limite pour moi l'application possible pour ça. Les applications, disons, simples. Et je pense vraiment qu'on a quand même des aspects... Les motivations pour ces noyaux exotiques sont quand même assez loin des applications aujourd'hui. Oui, alors vous me dites si je dis des bêtises. Donc du coup, vous avez dit justement, pour la chimie, c'est les protons qui gèrent ça? Enfin, disons, c'est les électrons, mais à la fin, c'est le cortège électronique, c'est les propriétés du cortège électronique qui, disons, qui dominent, oui. Excusez-moi. Et donc du coup... Mais c'est la façon dont après ils interagissent, dépendamment de comment les... voilà. Parce qu'à un moment, vous avez dit que, justement, il se réagence de différentes manières. À chaque fois, vous rajoutez des neutrons. Oui. L'atome. Le noyau, pardon. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il change aussi, du coup, la façon dont, chimiquement, ça va interagir plus haut? Pas forcément. En fait, c'est justement... En fait, pas vraiment. Parce que ce qui se passe au cœur du noyau, alors effectivement, sûrement quelque chose va changer un tout petit peu, mais c'est mineur les modifications qui sont apportées sur la CSP électronique, parce que c'est dominé par la partie, électrique. Et même donc par les protons, par la distribution de protons. C'est la distribution de protons qui définit la chimie. Avant de changer fortement la distribution de protons, bon, c'est possible, hein. Non, si on parle de chimie et qu'on parle d'électrons, c'est-à-dire qu'on parle du cortège électronique, le cortège électronique, la manière dont il s'agence vient du fait que par rapport à la force générée, par rapport au potentiel généré par le proton au centre, on va pouvoir s'organiser d'une certaine manière. Maintenant, je pense que si on fait des choses extrêmes, on pourrait déformer complètement le noyau. Et ben, si on va dans des cas très extrêmes, on change le rayon, mais on ne peut pas changer le rayon de façon énorme. On va marginalement de modifier, et ça ne change pas ce que voient les électrons. Il ne faut pas oublier que c'est 10 000 fois plus petit, c'est c'est vraiment quasi ponctuel pour les électrons. D'accord. Mais du coup, si, en imaginant, même si c'est, comme vous dites, c'est des petits changements, mais si ça s'accumule sur d'autres échelles, au bout d'un moment, ça peut peut-être avoir un impact... C'est en cela que les noyaux très lourds, on s'attend peut-être à des modifications sur les propriétés chimiques. Elles seront pas, on ne va pas changer radicalement, mais c'est des petits effets. Donc il faut être sensible, et puis arriver à les modéliser aussi. Parce que tout le défi, un des grands défis de la physique nucléaire, c'est d'être capable de modéliser de façon... idéalement, on aimerait pouvoir reproduire tous ces noyaux avec une seule formulation de la force nucléaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui,
sans rentrer dans les détails, mais la complexité des calculs qui doivent être faits, parce qu'il y a beaucoup de noyaux, parce qu'on ne peut pas séparer les nucléons les uns des autres, on doit les considérer tous d'un coup, ça rend les choses très complexes pour le calcul. Donc il faut que la précision de ces calculs, on est obligé de faire des approximations, et à la fin, c'est la limite d'une certaine de précision dans le domaine aujourd'hui. Mais c'est pareil, il y a aussi beaucoup de progrès dans cette thématique-là. Ok. Oui, donc du coup, finalement, en fait, si on arrive à dépasser certaines limites, à avoir des outils plus performants et tout, on pourra atteindre de meilleures précisions et peut-être se rapprocher d'un modèle justement qui explique tout d'une certaine manière. Alors, il y a clairement l'ambition d'arriver à avoir le problème fondamental, c'est que la force nucléaire, on ne peut pas dire c'est une équation. Parce que la force nucléaire dépend du noyau. Enfin, pour dire les choses simplement, chaque noyau a sa propre expression de la force nucléaire, et c'est ce que nous montre la nature, c'est-à-dire qu'il s'est organisé de façon différente. C'est-à-dire que jamais mathématiquement, on pourra dire la force nucléaire, c'est ça. On peut juste essayer de dire, de façon sous-jacente, on a une formulation parce qu'il y a des principes fondamentaux, mais à la fin, ce qu'on voit, c'est le résultat de la... Alors, soit on voit ça mathématiquement, on dit, soit c'est la solution de notre modélisation, c'est ça, soit on dit, bon, c'est toujours pareil, soit on vit dans le monde des mathématiques, ou on vit dans le monde réel, mais on n'aura pas une formulation simple de ça. Et ça ne changera pas, parce que c'est conceptuellement la complexité. Mais néanmoins, on est obligé de décrire la matière nucléaire, parce qu'elle est là, et est visible. Et en plus de ça, elle est impliquée dans beaucoup de phénomènes physiques qui sont finalement dans notre vie de tous les jours. D'accord. Oui, donc en gros, il faudrait, si on vraiment voudrait... En fait, vous dites que c'est, chaque noyau a sa formulation, mais si on met, elle est due à d'autres lois plus encore fondamentales. Fondamentalement, elle est associée à la force forte, qui est globalement celle qui régit l'interaction avec les quarks qui sont dans les nucléons. Ils ont une interaction. Maintenant, le problème, c'est que nous, on voit le résidu de cette interaction à l'échelle du noyau. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, il y a plein de méthodes théoriques, mais il y a notamment toute une approche qui vise à dériver la force nucléaire des interactions fondamentales. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est extrêmement compliqué et coûteux d'un point de vue du calcul. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les ordinateurs pour le faire. Le type de noyau qu'on arrive à calculer comme ça, on va dire que c'est et encore on les calcule pas si bien que ça, on va dire c'est le deuton et l'hélium, quoi. Et l'hélium non, parce que c'est trop compliqué. Et après on peut faire des approximations et on arrive globalement jusqu'au calcium. Et il nous reste encore toute la carte des noyaux. Et là on n'est pas encore capable de faire. Mais les 20 dernières années, on a vu des progrès exponentiels sur ça. Parce qu'il y a les ordinateurs, parce qu'il y a les méthodes, il y a des gens qui visent l'ordinateur quantique pour faire ça. Parce que si on arrive à résoudre certains verrous de l'ordinateur quantique, ça ouvre des possibilités, parce que typiquement sur ces problèmes à n-corps, qu'on dit avec plusieurs, ça peut être très efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes? Moi, j'ai 2 petites questions pour une réponse courte, si possible. Il y avait cette frontière rouge, la bleue, frontière de stabilité. Est-ce que, de la même manière, on a une frontière en termes de masse du noyau le plus gros qu'on peut imaginer? On est à 117, 119. Est-ce qu'on sait qu'au-delà de 120, 125, on n'y arrivera plus jamais, pour des raisons fondamentales? Pas pour des raisons, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore. Je ne suis pas sûr qu'on sache exactement extrapoler la force à cet endroit-là, quoi. Donc il y a des calculs, hein. Il y en a qui vont... Là on est à 118 et 294, c'est le nombre de masses de cet organesson, 294. Il y a des prédictions des fois fantasques à 350, 400. Déjà c'est la capacité à aller vérifier ça, et... ça dépend vraiment de la manière dont on va formuler la force. Et là, c'est justement l'intérêt de l'expérience, c'est d'aller mettre ses limites et de dire est-ce que c'est réaliste. Et après, il faut confronter ça. Je veux dire, si on crée ce noyau à 300 avec telle durée de vie, c'est pas forcément compatible avec tous les modèles, quoi. Et pour finir, là je suis sur le versant applicatif. Est-ce qu'un physicien du Ganil tel que vous a des choses à dire sur la fusion comme potentielle source d'énergie pour le futur?
Moi, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. Ils le font et je pense que c'est. Enfin, on sait que fondamentalement, on sait que la fusion, déjà, c'est ce qui se passe dans le Soleil. C'est ça qui crée l'énergie dans le Soleil. C'est pas nouveau. Hein. Mais par contre, ça a un grand changement parce qu'effectivement, c'est une source d'énergie sans les problématiques de l'énergie de la fission, c'est-à-dire les déchets, toutes ces choses-là. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire en tant que physicien. Je peux juste le dire que d'un point de vue de l'objet qu'on étudie, c'est quelque chose de très, très prometteur, avec tous les défis qui sont devant nous, mais qui sont justement c'est les avancées qu'on attend aussi. À suivre, tout à fait. Plus de questions? Si, monsieur, pour une dernière question. Une question peut-être naïve. Donc, tout à l'heure, en fait, vous avez parlé en fait, de fission et aussi en fait, de fragmentation. Donc, c'est quoi en fait, la différence entre les deux? Alors, la fission est quand même assez bien définie, c'est-à-dire qu'on va casser en 2 noyaux, peut-être des fois 3, mais bon, ça c'est un détail. Mais la fragmentation, ça veut dire que globalement, on va quand même... on va apporter... Soit on va arracher... Alors, globalement, on apporte assez d'énergie au système pour qu'il éjecte des nucléons. Mais il reste quand même un gros morceau, quoi. Donc c'est comme on garde un morceau et puis le reste est éjecté. La fission, c'est on apporte un tout petit peu d'énergie et à un moment donné, c'est des processus qui sont pas aussi les échelles de temps. Mais je pense que c'est une question très intéressante parce qu'en fait, il y a tout un aspect que j'ai pas du tout abordé qui est la dynamique de ces systèmes. C'est-à-dire c'est des systèmes qu'on fait évoluer dans le temps. Moi, je vous ai parlé de beaucoup de choses, c'est très statique. C'est-à-dire c'est quoi, à quoi ils ressemblent. Et finalement, c'est des systèmes, si on les approche, on les éloigne, c'est même difficile à modéliser. La fragmentation, c'est quelque chose d'assez violent. On arrive, on arrache. La fission, on peut même arriver très lentement avec un neutron. Lentement, ça s'équilibre. Et puis, lentement, ça se déforme. L'image était lente. Mais c'est pas du tout... C'est beaucoup moins violent comme processus. Donc c'est ça la différence, d'une certaine manière, entre ces deux systèmes. Merci Antoine Lemasson. Merci. Ça sera le mot de la fin. Juste quelques petites informations pour la suite du programme. Donc là, nous allons marquer une pause et sur les épaules des géants revient au Petit Théâtre à 16h45 pour un regard croisé intitulé « Chercher dans le minuscule » où 4 physiciennes et physiciens viendront nous parler cette fois-ci vraiment de l'infiniment petit. Donc la dernière case à droite sur un des premiers transparents, on sera dans la matière des quarks et autre chose du même genre. Je vous souhaite une bonne après-midi.